Dans les années 50, une expédition composée de 9 personnes, les randonneurs et leur guide Igor Dyatlov, disparurent dans des circonstances étranges. Ils devaient traverser une piste de l'Oural, la montagne Kolatsiakl, qui signifie montagne morte. L'endroit fut depuis renommé Col Dyatlov, du nom du guide. La traversée commença fin janvier, malgré un temps défavorable, et le guide devait envoyer un télégramme au plus tard le 12 février lors de leur arrivée. N'ayant toujours pas eu de nouvelles le 20 février, une recherche débuta pour retrouver les randonneurs. 6 jours plus tard, leur campement fut retrouvé à 10 km de leur point d'arrivée. La tente semblait déchiquetée de l'intérieur. Les randonneurs furent retrouvés partiellement dénudés ou portant les vêtements de leurs collègues. Sur les 5 premiers corps, l'autopsie ne montra aucune blessure létale. Pour les autres cadavres, de violentes lésions furent observées. Côte cassée, crâne fracturé, cou tordu, nez cassé, et yeux et langue absents. Traces d'hémorragie interne. Outre ces blessures, les visages avaient été abîmés, probablement par le froid ou les animaux. Certains vêtements émettaient de fortes radiations. Le légiste de l'époque conclut que les traumas observés étaient trop graves que pour avoir une origine humaine. En effet, ce type de dégâts étant d'une gravité équivalente à ceux observés lors d'un accident de voiture ou d'une onde de choc. J'ai interrompu ma lecture. Encore une coïncidence troublante. L'enquête fut fermée au mois de mai, avec pour conclusion qu'il ne s'agissait pas de mort due à une intervention humaine, mais à une force inconnue et irrésistible. Certaines personnes seraient mortes d'hypothermie, ce qui expliquerait le fait que les corps ont été découverts dévêtus. En effet, lors de certaines hypothermies très fortes, un comportement délirant peut survenir poussant les gens à se déshabiller, ce qui accélère le refroidissement. Cette réaction est appelée déshabillage paradoxal. Voici quelques témoignages postérieurs à l'affaire. Voyons cela. La famille des victimes affirme que les cadavres avaient pris une teinte jaunâtre des plus étranges. Plusieurs randonneurs, qui se trouvaient à quelques kilomètres de l'endroit du drame, firent mention de boules oranges dans le ciel. Il semble que l'enquête engendra moult controverses. Outre les méthodes peu rigoureuses employées à l'époque, il semblait que plusieurs pièces avaient disparu du dossier ou avaient été censurées. La durée de l'enquête fut également remise en cause, ce qui fit naître une théorie du complot renforcée par la radiation présente sur certains vêtements et au col. Tiens, un post-it, avec un numéro d'archive et la mention carnet de bord trouvé dans la tente. Nous avions donc des pièces ignorées du public et des journalistes. Je terminais de lire les différents documents. Comme pour la Tunguska, le dossier avait été rouvert, mais celui-ci datait de 2019. La nouvelle enquête, après avoir vérifié les 75 hypothèses avancées, concluait à une avalanche. D'après ces études, la tente aurait été déchirée de l'intérieur par les randonneurs qui voulaient éviter la coulée dans l'urgence. Le résultat datait de juillet 2020. Je trouvais cela très récent. Je ne pus m'empêcher de vérifier le dossier Tunguska. Les conclusions de cette affaire dataient d'1 mois avant celle du col Dyatlov. De nouveau, cette coïncidence me marquait. Que s'était-il donc passé en Russie ? Je me dirigeai vers les casiers contenant les objets d'archives. Je trouvai rapidement le carnet. Je le feuilletai rapidement. Bien entendu. C'était écrit en cyrillique. Alphabet que je ne maîtrisais pas. Je regardai le dossier. Il n'y avait pas de document associé. J'examinai donc plus attentivement l'intérieur du tiroir. J'ai trouvé un carnet. Je l'ouvris et comparai les 2 cahiers. Il s'agissait à première vue d'une traduction partielle. J'en pris note afin de remettre un document le plus complet possible à mon supérieur hiérarchique. Le texte concernait toutes les expéditions de 1959.
Celle de février était rédigée en rouge. En voici les passages concernant l'affaire que je cherchais. 1er février. Nous avons atteint les hautes terres. Nous allons entamer la montée. Nous avons pris des vivres supplémentaires. Nous les avons rangés dans des arbustes environnants pour pouvoir les reprendre au retour. J'espère que rien ni personne ne nous les volera. Heureusement, la région est peu fréquentée. Le temps s'est détérioré. Nous avons eu droit à une tempête de neige. D'après les données que nous avons dévié du chemin principal. Nous allons devoir monter le camp ici. C'est étrange, mais j'ai l'impression d'entendre une musique, bizarre ou lointaine. Je n'en parle pas aux autres, car il doit s'agir du chant du vent, dans les arbres et les montagnes environnantes. Malgré que j'en connaisse l'origine, cela me rend nerveux. Je trouve ces sons lugubres. Les températures sont particulièrement basses aujourd'hui. Les conditions climatiques jouent vraiment contre nous. Nous avons beau être jeunes et en pleine forme, cela demeure très difficile. 2 février. La nuit a été très agitée. Je ne sais pas ce que j'ai entendu, animaux ou vent, mais c'était très bruyant et violent. Des bruits de grognements, des chants obscurs, formant une symphonie infernale. Je suis épuisée. Il me semble qu'il en est de même pour mes compagnons. J'ai donc décidé de leur parler des bruits. Cela ne semble pas les inquiéter. Ils ont juste mal dormi. Ils ont rigolé, me traitant de superstitieux, quand je leur ai fait part de mes réticences. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup avancé, que nous devons déjà replanter la tente. Toute la journée durant, j'ai été absorbée par les bruits et sons divers. Cela s'approche. J'ai donc fait rentrer tout le monde sous la tente. Jamais, au grand jamais, je n'oublierai ce que j'ai vu lorsque j'ai osé jeter un regard vers l'extérieur. 4 créatures difformes, dignes des cauchemars de Nicolas Vassilievitch Gogol, passaient à proximité de nous. Les plus petits rampaient, tandis que la plus grande volait. Les moins grandes étaient de la taille d'un enfant, du moins approximativement, car au sol, elles étaient étalées comme de la gelée. Elles paraissaient invertébrées à un tel point que je ne comprenais pas comment elles pouvaient se mouvoir et garder un semblant de forme. Une odeur méphitique accompagnait le cortège funeste de créatures si ignobles qu'on les eût dit crachées de l'enfer. Je peux même affirmer sans grand risque que même Lucifer et ses suppôts n'ont jamais croisé de hideur aussi atroce. La plus grande créature faisait plusieurs centaines de mètres et brillait d'une diabolique aura orange. Si elle n'avait pas bougé si calmement, on aurait pu croire qu'elle était en flammes. Pourtant, la température autour de nous ne variait pas et la neige ne fondait pas. Nous n'avons pas osé bouger depuis que ces choses sont passées. Nous décidons de rester ici pour la nuit. Après tout, ils n'avaient pas l'air de se soucier de nous. J'ai accepté. Mais je n'aurais pas dû. Nous avons été attaqués pendant la nuit. Un rampant est entré dans la tente. Nous avons réussi à déchirer la tente avec des couteaux que nous avions pris en cas de besoin. J'ai réussi à attraper quelques vêtements à la va-vite. Nous n'avons pas tous eu cette chance. J'avais mon carnet en main, car j'étais en train d'écrire le compte-rendu de la journée. Les rampants ont réussi à attraper 2 d'entre nous. Nous sommes cachés à une centaine de mètres de la tente. Voici mes derniers mots pour ceux qui trouveront mon journal. Je sais que je suis mort. Le géant ailé me regarde et vient vers moi. Le journal s'arrête ici. Une note avait été ajoutée en vers sous cette traduction. Le journal a été trouvé à plusieurs mètres de son auteur. Il est probable que ce dernier ait tenté en vain de s'enfuir. Je restai interdit après cette lecture. Mais qu'avaient donc vu ces pauvres gens? Pourquoi la société de recherche Lovecraftienne avait gardé ces documents
mais n'avait pas diligenté d'opération sur le terrain. J'achevai mon dossier et le remis dès que possible à M. Worsfold.